Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Comme vous avez pu le voir, La mère de tous les mensonges, c'est un film qui se déploie sur plusieurs plans, à plusieurs niveaux et qui tresse des récits entre eux, plusieurs récits en fait, et plusieurs plans de récits également. Donc je voudrais partir justement de cette question de comment le film jette un pont entre l'intime et le politique. Donc, comment il pose la question de comment faire un film avec une histoire intime pour en faire en fait un récit collectif qui parle d'une histoire nationale. Juste, je jette un petit caillou comme ça en disant que aussi ce que je trouve intéressant, c'est, je ne sais pas si vous êtes d'accord, le fait que ce pont est jeté à partir du mensonge, en fait, de la notion de mensonge. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le titre en arabe, c'est Kadhib Abyad, qui veut dire donc mensonge blanc. Alors que le titre en français, c'est La mère de tous les mensonges. Et c'est comme s'il y avait une sorte de crescendo de petits mensonges qui sont fabriqués en partant d'un mensonge blanc qui est celui que la mère de la réalisatrice en gros fabrique en allant voler cette photo à l'école pour la donner à sa fille et en lui disant qu'en fait elle est la petite gamine qu'on entreaperçoit derrière donc pour essayer de répondre à sa demande de pourquoi il n'y a pas de photo chez nous, j'ai pas de photo. Et donc en partant de ce petit mensonge blanc, ensuite il y a toute une le film arrive à dévoiler un enchaînement de mensonges qui finissent par briser les murs de la maison pour sortir sur la scène, se rattacher à l'histoire du pays. Donc, oui, quel est votre point de vue là-dessus et qu'est-ce qui vous a marqué dans la manière dont le film relie l'intime et le politique à travers en partant du mensonge? C'est pas Nadia? Oui, Nadia, vous pouvez commencer si vous voulez. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai un double écho. D'abord, peut-être pour rebondir sur votre question, qu'est-ce que j'en pense? Je partirais de ce que je connais, puisque moi je vais partir plutôt de mon regard de chercheuse et chercheuse en sciences politiques. Et au-delà de la question et du lien entre mensonge individuel, mensonge personnel, où je trouve ce film extrêmement fort dans cette question du lien entre intime et politique, c'est que justement, il renouvelle ce lien. Il part finalement de la vie quotidienne, de l'ordinaire. D'un mensonge familial qui effectivement, quand on soulève, cette réflexion ou ce lien entre intime et politique, au Maroc, depuis une vingtaine d'années, en fait, il avait été très fort, mais il partait, l'ouverture politique de la fin des années 90 au Maroc a été accompagné par l'émergence justement d'une nouvelle forme d'écriture, et c'est d'abord par la littérature, d'écriture, de réflexion sur l'intime, sur les acteurs qui avaient vécu ces années-là. Alors ça a été d'abord les acteurs, toute la littérature carcérale, tous les témoignages d'abord d'acteurs qui sont passés par les bagnes, sont passés par les bagnes de Tazmamart, sont passés par les prisons, celles qui évoquent notamment la fameuse cellule dont on fait mention dans le film. Et cette parole, disons, libérée, cette mise en récit d'une certaine manière du politique, de ce politique qui était complètement omis de l'histoire officielle au début des années 2000, eh bien, c'est poursuivi
aussi par un autre type de réflexion politique à partir de l'intime, cette fois à partir des acteurs politiques. Et donc, où on a un certain nombre d'acteurs politiques qui ont mis en récit leur propre biographie d'une certaine manière et qui ont répondu à une demande sociale d'histoire très forte par cette offre de mémoire, mais de mémoire par les acteurs, par des acteurs qui étaient partie prenante de cette histoire. Et on a comme ça, pendant une quinzaine d'années, vingtaine d'années, les récits biographiques, autobiographiques, qui ont un peu, j'allais dire, saturé le débat public sur ces questions des années de plomb. On y reviendra, mais on n'est jamais parti. On est toujours. Alors, quand ce sont des acteurs qui sont partie prenante dans leur récit, des acteurs politiques, des acteurs politiques qu'ils aient été en poste ou qu'ils aient été victimes, ça a aussi donné des récits, disons. Les historiens se mettent tout juste à s'emparer de ces récits de mémoire, mais ça a donné aussi une manière souvent, soit de figer un peu les acteurs dans leur position. Vous voyez, quand vous êtes soit d'anciennes victimes ou d'acteurs politiques, ça a été des récits qui ont soit héroïsé, soit des règlements de compte. Mais on n'a jamais eu un récit qui parlait simplement du quotidien de ces années de plomb. Et moi, ce qui m'a profondément touchée, et là où je trouve qu'elle renouvelle cette manière, cette intrication entre intime et politique, c'est que elle parle finalement d'un quotidien ordinaire, d'une famille ordinaire, une famille casablancaise qui évidemment a été touchée, mais qui part, vous voyez, qui n'exceptionnalise pas, qui n'est pas un acteur exceptionnel, qui n'est pas partie prenante. Et c'est ce que j'ai trouvé extrêmement fort dans le film. Et on y reviendra d'ailleurs sur la question aussi de la parole des victimes, qui souvent on a pris à partir du statut des victimes et qu'on n'a jamais pris à partir de leur position d'individu dans leur quotidien. Oui, et juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est peut-être aussi en raison de cette approche que, en fait, on arrive à la parole, mais on ne parle pas de la parole, c'est-à-dire qu'on perd du silence. Et dans le processus de fabrication du film qu'on voit dans le film lui-même, il y a ce pouvoir, je dirais, de provoquer la parole que le tournage et surtout l'emploi des figurines en argile et en bois suscite. Walid. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Anna pour l'invitation. Bonsoir Nadia en visio. Je commencerai peut-être par contextualiser un peu. Oui. Oui. Bon, je pense qu'on a ce dont on parle. Cette expression qui est très commune à nous qui travaillons sur le Maroc. Qu'est-ce qu'on entend par les années de plomb? Surtout que ça peut faire référence peut-être aux années de plomb en Italie. On parle tout simplement, et pour aller très très vite, d'une période, alors on n'est pas unanimement d'accord entre anthropologues, politistes et historiens sur la périodisation, mais disons qu'elle est intimement liée au règne de l'ancien roi Hassan II, qu'on a vu à 2 ou 3 reprises dans le film, et qui s'est caractérisé par un pouvoir politique très autoritaire, où grosso modo toute forme de dissidence n'était pas autorisée. Donc que vous soyez militant syndicaliste, participant à un mouvement social, que vous soyez militant islamiste, militant de la gauche marxiste-léniniste clandestine, la répression touchait tout le monde et touchait aussi des citoyens. Et c'est ce qu'on voit un peu dans le film, puisque alors la réalisatrice elle est très intelligente, elle ne nous dit pas où on se trouve, mais en fait on peut le deviner à travers la musique qu'on entend et les chanteurs qu'on voit. On est dans un quartier populaire de Casablanca qui s'appelle Hay Mohammedi, qui à la base a été construit et qu'on connaissait sous le nom des carrières centrales. Donc un quartier très populaire, où il y avait énormément d'ouvriers, et on est dans les années 80, on est en 81, et le Maroc était sous le coup du plan d'ajustement structurel du FMI. Et là, le gouvernement décide d'augmentation tarifaire terrible. Le prix
de la farine qui augmente de 77%, le sucre de 50%, donc vraiment des produits de base élémentaires. Et en fait, vous pouvez tout augmenter au Marocain lambda, sauf ce qui touche au pain. Et d'ailleurs, après quelques années, l'ancien numéro 2 du pays va railler un peu cette grève et va appeler les martyrs par Shuhada Kumira, hein, les martyrs de la baguette du pain. Donc on est quand même un peu lié à ces produits de base. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une répression immense. On va perpétrer de la disparition forcée. On l'a très bien vu. On a vu ce qui doit ressembler normalement à un lieu de mémoire, mais qui n'en est pas un, parce qu'il est fermé. Mais ce qui est intéressant quand même, référence au cimetière. voilà. Ouais. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que on a parlé un peu de silence, et je pense que même dans cette parole qui a commencé à se libérer, Nadia l'a rappelé, à la fin des années 90, c'est-à-dire directement après la mort de Hassan II. Hassan II décède en 99. En 2004, on a ce qu'on appelle l'instance équité et réconciliation, qui est la première commission de vérité et réconciliation, ou de vérité et de justice dans un pays arabe. C'était quand même une commission qui a fait ce qu'elle pouvait faire, et comme en Amérique latine et comme en Afrique du Sud, on a eu des auditions publiques. Donc on a quelques victimes qui ont pu s'exprimer, mais cette parole était quand même conditionnée. Donc il y a aussi une sorte de silence dans cette parole-là qui est conditionnée. Notamment, on ne pouvait pas désigner les tortionnaires, par exemple. D'ailleurs, on le voit aussi dans le film. On ne sait pas en fait qui a perpétré cette violence. Comment est-ce qu'on disparaît? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce que c'est la police qui donne l'ordre? On ne sait pas. Mais en même temps, on peut le comprendre, parce que c'est un film qui est produit, qui a eu le premier prix, tu l'as rappelé, juste avant le festival de Marrakech. Ouais, c'était la première fois qu'un film marocain obtenait le meilleur prix du plus grand festival du Maroc, en plus des autres prix qu'il a raflé. Donc, on est encore même dans ce film, dans une parole qui est complètement conditionnée. C'est-à-dire, la réalisatrice nous livre certains épisodes, et puis elle demande quand même aux téléspectateurs de faire des efforts, donc de deviner par lui-même. Mais c'est aussi ça, c'est chute, les murs ont des oreilles. On n'est pas complètement dedans, mais on n'en est pas complètement sorti. Donc on est, tu vois, pour reprendre un chercheur qui a beaucoup travaillé sur ça, on est dans un système qui n'est ni tout à fait le même, ni qui a complètement changé. Donc, voilà. On est dans une phase de transition. Pas. C'est une transition qui dure quand même. Mais peut-être, en fait, ce qui est en train de se jouer aussi ces dernières années, et c'est quelque chose que la réalisatrice elle-même, elle a aussi évoqué dans certaines interviews, c'est aussi un échange générationnel. En fait, un passage entre les générations. Donc peut-être qu'il n'y a pas de transition. La transition n'est pas le fruit d'une décision politique, plutôt le contraire. Mais en fait, il y aurait une nouvelle génération née dans les années 90 ou début 2000 qui a un rapport différent à ce passé-là, et qui donc est plutôt dans une posture de revenir sur ce passé-là pour passer à autre chose, dans une sorte de régénération. Oui, Nadia, est-ce que vous voulez rebondir sur ce que Walid disait Oui, là, je voudrais sur la question du silence, Pierre. Effectivement, sur génération, c'est aussi une génération qui s'approprie et qui s'approprie d'une certaine manière cette histoire-là. Aussi avec, ma première part là, aussi avec les nouveaux outils, le documentaire. Je trouve que c'est aussi intéressant parce que ça met en image, et la question de l'image, elle est extrêmement forte. Mais je voudrais revenir sur le silence. Moi, il y a une scène que je trouve très forte et qui résume aussi ce que vient de dire Walid, et qui montre toute la limite du travail de réparation qui a été fait au début des années 2000 avec l'instance équité et réconciliation.
c'est la scène, je crois que c'est à peu près, je me rappelle plus si c'est Abdallah, mais c'est l'oncle Abdallah qui fait les 100 pas à un moment donné, et puis la nonne, est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? Est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? Et ça, je trouve ça extrêmement fort. Il est devant cette maquette, et je trouve cette scène extrêmement fort parce que la parole aux victimes, Walid l'a rappelé, elle a été donnée dans les années 2000 avec l'instance équité et réconciliation. On a eu des grandes auditions publiques retracées, qui ont même été passées à la télévision. On a les témoignages, mais simplement deux choses. Il y a eu un consensus sur l'idée qu'il n'y avait pas de désignation publique des bourreaux. Et donc pas d'évocation publique du type de service, de qui, et donc ça a permis cette parole des victimes, elle a un peu saturé le débat sur la question de ces années de plomb. Alors, elle a été très utile parce que elle a permis de documenter. Là, les victimes ont permis de documenter les pratiques violentes, les pratiques sécuritaires des années de plomb. C'est ce qu'on voit dans le film, qui sont le rapport de l'IUR le dit très bien. C'est essentiellement des disparitions. Vous le voyez, des disparitions forcées, que ça soit disparition forcée des vivants comme des morts. On le voit très bien. Simplement, cette parole des victimes, elle n'a pas permis de restituer et de faire comprendre la mécanique. Ça, c'est la première des choses. Donc ça, c'est le premier point. On a documenté les pratiques sécuritaires, on est capable de les identifier aujourd'hui, mais la mécanique qui conduit à cette répression, l'IER on parle de 114 morts à Casablanca, la mécanique qui a conduit à cette répression dans son ensemble, on la comprend pas. Enfin, elle n'a pas été encore complètement... voilà, elle n'a pas pu être aussi bien documentée. Et puis deuxièmement, et peut-être vous comprendrez mieux ce que je disais au début, peut-être j'étais un petit peu rapide, mais la parole des victimes, à travers l'instance d'instance équité réconciliation, les victimes ont été enfermées dans leur statut de victime. C'est-à-dire qu'on a appréhendé les individus dans ce moment de réconciliation à partir de leur statut de victime. On les a absolument pas, ou en tout cas très peu, socialisés. On les a absolument pas replacés dans leur contexte socio-économique. Et c'est peut-être aussi pour ça, ce qui explique, et je ferai la transgression, l'anachronisme avec ce qui se passe aujourd'hui, où c'est pas étonnant non plus, parce que comme on n'est pas rentré dans dans le contexte, qui étaient ces victimes, ce qui explique aussi que les pratiques sécuritaires aujourd'hui, on voit qu'elles ciblent toujours un peu les mêmes qu'il y a une vingtaine d'années. Notamment ce qu'on a eu en 2017 dans le Rif avec des manifestations qui ont été l'objet d'une très grande violence d'État, mais aussi les individus qui aujourd'hui sont les premiers peut-être à subir les rétorsions au quotidien ou les pratiques sécuritaires sont des individus qui socialement viennent aussi de ces mêmes lieux. Et c'est pour ça que ce film m'a particulièrement placé, parce qu'il remet les victimes dans leur contexte socio-économique. C'est extrêmement fort. Elle ne les appréhende pas justement à partir d'un statut de victime, mais à partir d'un statut de casablancais, de leur vie quotidienne. Et ça, je trouve que c'est un point qui marque vraiment pour moi un peu une rupture dans la manière de parler de ces années-là, de parler de la question de la répression. Walid, un dernier rebondissement avant que... Oui. Bon, par rapport à cette parole des victimes, je ne suis pas complètement d'accord, parce que on n'a pas eu énormément d'auditions publiques. Alors c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui ont été retransmises à la télé et à la radio en direct, en présence même d'observateurs internationaux. Donc ça a permis quand même de faire entrer le pays dans les commissions, dans les pays à commission. Mais en même temps, beaucoup de victimes, pas dans un sens, par victime, j'entends quelqu'un qui a vécu une répression, une violence politique d'État, mais qui n'est pas forcément cantonné, ou qui ne se limite pas
simplement à une position victimaire. C'est-à-dire qu'il a été victime, mais bon, sa vie continue. Il ne s'arrête pas pour autant sur ce point-là. Beaucoup de victimes ont boycotté justement les auditions publiques de l'instance équité et réconciliation. Mais ce qui est intéressant, c'est que parallèlement, d'autres auditions publiques parallèles ont été organisées par l'Association marocaine des droits humains, où là, le temps de parole n'était pas limité, parce que le témoignage des victimes durant les auditions publiques de l'IUR était limité à 20 minutes. À la MDH, il n'y avait pas de limite de temps, et on pouvait parler librement. C'est-à-dire que beaucoup de victimes, et on dispose encore des archives audiovisuelles de ces auditions parallèles, les victimes désignaient nommément les noms des tortionnaires, parce que c'était ça aussi la spécificité de l'IUR, c'était que on va reconnaître un peu vos peines, on va vous dédommager. Mais silence radio sur... D'ailleurs, beaucoup de responsables qu'on connaît ont continué à travailler normalement sans jamais être inquiétés. C'était ça aussi la spécificité. Mais en fait, c'est ce que dans le film, cet aspect est évoqué à un moment où on voit les visages des martyrs, donc des gens qui ont disparu, et la phrase à côté, donc ceux qui étaient les bourreaux ont fini au poste haut placé. Oui, ça c'est des slogans très... oui, bien sûr, mais sans qu'il y ait désignation directe. Mais en fait... justement, la manière dont le film arrive à se placer entre déliement de la parole et perpétuation du silence, ou à naviguer entre mensonges et dévoilement de la vérité, ça fait aussi partie de, je pense, la posture que Asma revendique dans le film, et aussi dans le fait qu'elle dit, même si elle a fait des enquêtes pendant les années de préparation du film, en disant je suis pas journaliste, donc en fait elle n'est pas dans la dénonciation, donc elle n'est pas dans la reconstruction factuelle, mais ce qui l'intéresse, c'est le processus par lequel elle peut provoquer la parole, et aussi les tensions qui surgissent entre les différents personnages qu'on voit dans le film, en fonction aussi de la position qui est occupée à ce moment-là. Et en fait, c'est ce processus-là qui, moi, personnellement, me gêne. Parce qu'on a des personnes, je parle de ses parents, qui n'ont pas connu une violence, du moins directe, de la répression, mais on a aussi les deux victimes qui se transforment après coup en témoins, Saïd et Abdullah. L'une des scènes qui est très importante dans le film et qui dure longtemps par rapport aux autres, c'est celle où Abdullah témoigne. Oui. Et en fait, moi, ce qui me dérange en tant qu'historien du temps présent, c'est comment est-ce qu'elle a géré cette scène. Parce que moi, je ne sais pas à quel moment est-ce qu'on quitte la théâtralisation pour être véritablement dans un récit véridique. Mais on est dans le vécu, en fait. On est dans la... Comment est-ce qu'elle a géré cette scène? Moi, ma question, c'est, après cette scène, est-ce que ce monsieur-là est rentré sans problème? On voit bien qu'il ne va pas bien. Ben oui, bien sûr. Comment est-ce qu'elle a géré cette scène? Donc, juste de manière éthique, comment est-ce qu'elle a procédé? Moi, je me pose la question. Oui. Elle a essayé de pratiquer de l'histoire orale. Comment est-ce qu'elle a fait? Je pense qu'on n'a pas vraiment de réponse. Et puis, c'est aussi ce travail-là avec les témoins, de manière générale, comment est-ce qu'elle l'a mené? Moi, dans mes recherches, j'ai pu rencontrer Saïd. Oui. Bon, ça reste un témoin, mais aujourd'hui, on a une autre version de comment ça s'est passé. Donc, même cette collaboration entre documentariste et témoin, comment est-ce qu'on peut la mener? Ça aussi, c'est une question qu'on peut poser de manière légitime. Comment est-ce qu'on gère sa relation avec son témoin? Oui, et là, je pense qu'il n'y a pas encore de mais il y a en fait une ambiguïté qui parcourt toute de la mise en scène, et qui, d'un point de vue éthique, elle pose problème dans le rapport au témoin. Mais en fait, ce que tu disais, on ne sait pas trop où
si c'est quelque chose qu'elle est en train de capter alors qu'il est en train de se produire, ou est-ce que c'est une reconstitution sollicitée, est-ce qu'il y a eu gommage, ou est-ce que c'est... et en fait, comment on gère la douleur du témoin, ça c'est un aspect qui peut-être, c'est la question aussi que je m'étais posée quand j'ai vu le film, plus problématique, par rapport au fait on ne sait pas trop où se placer en termes de véridicité de ce qui est en train d'être dit. Est-ce qu'on est dans une séquence de cinéma vérité, ou est-ce qu'on est ils sont en train de jouer quelque chose? On pourrait se poser la même question à plusieurs moments du film. Et en fait, il y a tout le temps cette dédoublement du regard, parce qu'on est en train de voir quelque chose qui se produit sur les yeux de la caméra, mais en même temps, on voit les personnages eux-mêmes qui sont dans un décor reconstruit et qui sont en train et avec une mise en place, une mise en scène des statuettes qui les représentent. Et ce que je trouve très puissant dans le film, et c'est aussi ce qui m'a interrogée par rapport à la relation qu'elle établit avec les témoins, c'est-à-dire qu'on voit comment les personnages ne vivent pas du tout la réévocation du souvenir, le rapport à la mémoire de la même façon. Et cette différence, à mon avis, est incarnée dans la manière dont il regarde sa propre figurine. Et ce que cette figurine suscite en eux, oui. Et justement, par rapport aux figurines, à mon sens, il y a un autre aspect éthique qui se pose. J'ai pu consulter le dossier RP Presse, et je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder tout le générique, mais à aucun moment le travail artistique de ses parents n'est mentionné, surtout de sa mère. On est d'accord? On le voit dans le film. Sa mère est en train de coudre les costumes. Oui, elle est mentionnée dans le générique de 5 comme elle est autrice des costumes. Moi, oui. Moi, je l'ai pas vu personnellement. Moi, j'ai vu son père. La seule fois où son père est mentionné, c'est en tant que set design, en tant que directeur de point de vue, même pas en tant que concepteur de cette. Non, en fait, ça dans le générique. Et par contre, dans le dossier, aucune mention, ni du père ni de la mère. Donc, peut-être que sur ces questions-là. Non, en fait, par rapport à ça, dans le générique de fin, la mère est citée en tant que costumiste, donc celle qui a fait en partie des costumes, on la voit dans le générique de fin. Et par rapport au travail du père, dans le dossier de presse, il est cité comme aussi auteur des décors, et le problème c'est qu'en fait, on le voit dans le film fabriquer les figurines, mais il a été ensuite, et aussi pour la fabrication des décors, épaulé par d'autres personnes, en fait, qui ont travaillé avec lui. Et eux, en revanche, ils n'apparaissent nulle part. Donc, le père et la mère, oui, ceux qui les ont épaulés, non. Mais oui, voilà. Mais là, on rentre, bon, c'est une autre question éthique liée à ça. Mais en revenant sur donc les aspects, comment dire, entre comment le film arrive à naviguer d'un côté l'exploration d'une histoire intime familiale et à inventer ce dispositif pour lier la dimension intime à la dimension politique. Donc au cœur de tout ça, il y a l'idée qu'il n'y a pas d'image. Donc, il n'y a pas d'archives visuelles de ce qui s'est passé en 81. Donc, ce qui interroge aussi la notion d'archive. Donc, Asma elle a plusieurs fois dit, en fait, elle a construit sa propre archive au cours des 10 ans pendant lesquels elle a porté le projet de ce film. Je voudrais que vous réagissiez un peu là-dessus par rapport à la question des archives. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'archives pour cette année? Est-ce que donc cette histoire étouffée n'a vraiment pas laissé de traces visuelles? Et qu'est-ce que vous en pensez de la manière dont le film justement invente un dispositif pour donner vie à des images qui n'existent pas?
je vous vois lever la tête, donc j'imagine que vous m'interpellez. Je voudrais juste revenir avant d'arriver sur cette question des archives, mais ça fait le lien. C'était intéressant de vous écouter et d'écouter les problématiques que posait Walid, qui est historien. Et donc, c'est toute la problématique qu'on a eue au Maroc pendant 20 ans entre, d'une certaine manière, ce que pose ce documentaire, c'est cette relation entre histoire et mémoire. Et on voit bien la tension d'une certaine manière entre le travail froid, objectif de l'historien avec ses règles et sa confrontation avec le travail mémoriel. Et un rapport qui est souvent sous tension. On l'a aussi beaucoup connu ces dernières années entre les porteurs de mémoire, et c'est l'objectif, et les écrivains de l'histoire. Et donc, effectivement, ce documentaire est une mémoire et quand je disais que le débat était, c'est aussi maintenant aux historiens de s'emparer de ce travail de mémoire. Mais c'est évidemment une tension, hein, mémoire et histoire ont des relations plutôt, voilà, plus proches de la tension, mais c'est pas la même chose, c'est pas à confondre. Et donc ça renvoie aussi à cette question d'archives. Alors, je suis pas historienne, moi je suis politiste, donc je sais que je laisserai historien parler de l'histoire, mais c'est au Maroc, c'est un peu le leitmotiv autour de cette catastrophe de on n'a pas d'archives, autour de cette question de l'absence des archives et autres. Il y a eu d'ailleurs beaucoup d'écrits là-dessus, sur une absence d'archives. Alors la question, c'est plutôt, parce que là-dessus on a un peu avancé, c'est de quelle archive on parle. Parce que il y a effectivement peut-être une rareté des sources officielles. Les archives d'État, je laisserai parler de quelque chose de plutôt récent au Maroc. Et d'ailleurs, je crois que c'est une même recommandation de l'instance équité et réconciliation. Mais faut pas oublier que l'archive n'existe pas en soi. Hein, c'est un document, c'est après qu'il est requalifié ou autre d'archive. Et donc, il y a quand même là-dessus. Moi, j'ai travaillé, mais plutôt en politiste sur cette période-là de 81, et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'archives officielles, mais elle est aussi interrogée, parce que ça nous dit quelque chose de la pratique de l'État, hein, l'État qui laisse pas de traces ou qui n'a pas de traces. Mais j'ai pu aussi voir que le problème d'archives, on peut aussi le poser plutôt, en tout cas au Maroc, comme le problème d'accès aux archives. Il y a par exemple aussi un très beau documentaire de l'artiste et cinéaste Ali Essafi sur les années 70, par exemple, qui a fait un très beau texte et qui revient sur justement l'existence d'archives audiovisuelles très importantes, mais qui est plutôt la problématique, c'est pas tant qu'il n'y a pas d'archives audiovisuelles, mais c'est plutôt la question de l'accès aux archives. Lui, c'est son problème. Puis deuxièmement, problème d'archives, donc plutôt problème d'accès aux archives, puis aussi attention à ce côté de lamentation sur les archives. Moi, je m'en méfie beaucoup parce que les archives aussi, elles s'inventent. Elles peuvent aussi s'inventer. Et souvent, on a un rapport très français, par exemple, quand il s'agit de la pratique d'État. On a accès, là, en France, une archive très organisée. Mais par exemple, moi, je travaillais sur le ministère de l'Intérieur, sur les agents d'autorité, et suivre, par exemple, comme l'avait fait dans un travail dont j'ai oublié l'auteur, suivre le cachet, par exemple, d'un agent d'autorité, un caïd, d'accord, nous dit beaucoup sur l'État, sur le rapport patrimonial. Je pense qu'il y a une absence d'enquête anthropologique sur l'archive, quoi. Qu'est-ce qui fait archive? Parce que on peut aussi interroger on peut aussi interroger tout cela. C'est un peu le travail qui est en train de se faire du côté de la science politique, avec des politistes qui vont plus interroger soit l'absence, vont plutôt travailler à partir d'autres types de sources. Je pense au travail de Irene Bono, par exemple, politiste qui a travaillé sur justement le moment de la pré-indépendance, qui est très peu documenté, et donc qui nous invite à réfléchir plutôt comme l'invitait sur la question des traces plutôt que des archives. Donc
donc voilà sur cette question de comment on fait, quoi. Les archives, à mon sens, elles s'inventent aussi. Bah, je rejoins Nadia sur ce qu'elle a dit, et c'est pas pour rien que les historiens marocains, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas nombreux à investir de manière générale l'histoire contemporaine du Maroc. C'est-à-dire, dès 56, on a très peu d'historiens qui s'intéressent au Maroc post-indépendant. On peut l'expliquer, on peut tout à fait l'expliquer parce qu'il y avait les années de plan, etc. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a eu l'instance équité et réconciliation, les commissaires eux-mêmes se sont trouvés face à ce problème. Quand ils devaient mener leurs enquêtes, imaginez qu'une victime vienne déposer un dossier et qu'elle demande réparation, matérielle ou autre. Vous devez étudier son dossier. Elle vous dit qu'elle est passée par tel centre de détention secret ou par telle prison civile, etc. Vous vous rendez à la dite prison en tant que commissaire de cette instance-là, vous demandez le numéro d'écrou de telle personne. On refuse de collaborer avec vous. C'est le problème auquel s'est confrontée cette instance équité et réconciliation. C'est-à-dire que même les institutions, même ces institutions publiques, ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé, si on est dans des cas de personnes qui auraient été réprimées dans le cadre d'un mouvement social, transportées à l'hôpital, le corps qui disparaît, etc., les institutions ne collaboraient pas. Et on n'avait pas, comme l'a rappelé Nadia, on n'avait pas une institution, on appelle tout simplement les archives. Il n'y avait pas d'équivalent des ANOM ici. Les archives du Maroc, comme l'a dit Nadia, ça a été l'une des recommandations qu'on peut très bien lire dans le rapport final de l'IER. C'est-à-dire qu'avant 2017, on n'avait pas d'institution. Et si on parle rien que des archives de l'instance équité et réconciliation qui a traité pas moins de 17 600 dossiers de victimes, ces dossiers ont été versés aux archives du Maroc. Et si vous tapez rien que sur Google, archives, IER, etc., vous allez voir qu'il y a eu tout un événement, toute une cérémonie. On peut lire même les déclarations du secrétaire général à l'époque des amis de l'IER et du directeur des archives à l'époque, dire que ces archives vont être progressivement ouvertes aux chercheurs pour écrire l'histoire du Maroc, etc., etc. Et jusqu'à présent, rien ne se passe. Et c'est pas faute, personnellement, d'avoir essayé. Pour être allé aux archives et pour être allé au Conseil national des droits humains, qui est le propriétaire des 17 000 et quelques dossiers de l'IER, jusqu'à présent, on n'y a pas accès. Et donc, en fait, c'est un problème très classique auquel s'est confrontée même la réalisatrice. Oui, comment raconter une histoire pour laquelle on n'a officiellement pas d'archives? Oui, justement, c'est le problème d'où elle part, en fait, pour certains de la dimension intime vers l'extérieur. Mais en fait, et le problème qui se pose, c'est que du coup, comme il n'y a pas d'archives documentaires, donc dans ce sens-là, ce qu'elle fait quand elle dit qu'elle construit sa propre archive, en fait, elle construit une archive de mémoire qui nécessite ensuite d'être traitée d'un point de vue historien, comme toute archive, mais qui pose, je dirais, une couche peut-être d'interrogation supplémentaire. Et puis à chacun de ruser pour écrire, pour essayer en tout cas d'esquisser une histoire de ces années de plan. On peut passer très bien par l'histoire orale. C'est ce que font majoritairement aujourd'hui les chercheurs qui s'intéressent à cette histoire du Maroc. C'est ce qu'a fait même l'instance équité et réconciliation. Elle s'est entretenue avec plusieurs victimes et elle s'est même basée, là je renvoie à un article de l'anthropologue Anouk Cohen qui montre très très bien que cette instance équité et réconciliation s'est basée sur ce qu'a énoncé Nadia tout à l'heure, sur ce qu'on appelle la littérature carcérale. Et donc, en fait, même ces autobiographies de victimes ou d'acteurs, elles ont été érigées en archives par l'instance équité et réconciliation. Et donc, en fait, elles s'y sont, cette instance s'est basée sur ces écrits-là pour notamment sortir le gros rapport qui est sorti en plusieurs volumes, qui lui-même peut être appréhendé en tant que source. Oui. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, je ne sais plus, on a avancé un nombre de disparus. Rien que pour cet événement-là,
euh, les, euh, cette grève du 20 juin 81. Il y a même un problème d'ailleurs par rapport à la datation. Officiellement, on parle du 20 juin 81. Les deux syndicats qui avaient appelé justement à cette grève générale, c'était l'UMT, l'Union marocaine du travail, et la CDT, la Confédération démocratique du travail. Elles disent que la répression s'est déroulée du 20 au 22. Et on peut même, moi j'ai pu accéder à une brochure d'ailleurs de la CDT rien que la semaine passée à l'Institut d'histoire sociale d'Amsterdam. Et là, on a une proposition de récit qui est développée par la CDT. Et par exemple, la CDT parle je pense que je l'ai noté, elle parle de plus de 700 personnes tuées, des milliers de blessés, plus de 8000 arrestations, 100 procès préfabriqués et expéditifs, des licenciements et des mutations. On a une toute autre version dans le rapport officiel de l'IUR. Et je pense qu'on est à une centaine de victimes seulement. Ça, c'est ce que j'ai en mémoire. On peut très bien revenir au rapport qui est consultable de toutes les façons en ligne. Donc ça aussi, aux chercheurs de faire son croisement de sources et d'essayer de proposer une histoire en attendant qu'un jour, par chance, les archives officielles. Ben oui, parce qu'en fait, ça, et c'est un peu pour revenir à ce que Nadia disait du rapport entre histoire et mémoire, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ce scénario n'est pas celui d'apporter de véritables réponses à la question, mais c'est de soulever certaines questions et surtout de montrer l'opacité de certaines questions et et des enjeux qui sont liés à cette mémoire. Et d'ailleurs, ce que je trouve assez intéressant dans la manière dont en fait on aborde ensuite la réévocation de ce passé, et donc c'est à travers une figure qui n'est pas celle du témoin, c'est-à-dire que le témoin apparaît ensuite, mais c'est à travers ce personnage de la grand-mère qui embrasse la photo de la 102 et que finalement est quelqu'un de très dur, de pas aimable du tout. Et en fait, dans le film, c'est plutôt une manière d'essayer de comprendre d'où vient cette dureté-là, sans nécessairement l'excuser. Mais ce que je trouve assez puissant dans cette figure, c'est qu'elle est loin de tous les clichés de femmes qu'on peut retrouver dans beaucoup de films contemporains, maghrébins ou pas. Et en fait, je trouve du coup que en fait une partie de la dimension problématique de cette évocation et de la dynamique qui se crée dans la libération de la parole est aussi liée à ce personnage qui est un peu le point d'entrée dans cette histoire. Je veux bien réagir sur ce point parce que moi, c'est ce que j'ai trouvé. Franchement, je trouve ce documentaire de création, je le trouve un travail absolument assez incroyable dans sa restitution, en fait, d'un certain quotidien et de casa d'une époque, quoi. Et de 2 points. Et j'avais noté, moi, 2 points, justement. C'est la grand-mère et son rapport à l'autorité. Qui résonne fortement, qui est vraiment le fruit d'une génération et d'une époque. Je pense que c'est aussi, on saisit les transformations, qui est un peu une belle illustration de ce registre d'autorité qui a été aussi largement problématisé par des auteurs comme Mohamed Tozi et Béatrice Ibou, de ce lien, de cette sorte de crainte révérencieuse. Et qu'on voit bien dans ce personnage de la grand-mère qui incarne, c'est pour ça que vous faites bien là de bien noter aussi que c'est pas du tout des témoins, c'est vraiment des gens ordinaires, quoi. On voit à quel point cette violence d'État, c'est ça elle a touché des gens ordinaires, ce qu'on ne dit rarement au Maroc, ce qu'on voyait rarement jusque-là, où c'était soit des témoins parce qu'acteurs politiques, mais là on voit vraiment, elle est une grand-mère, alors une espèce de comme ça qu'on a pu avoir, ou une vieille tante, enfin quelqu'un qu'on a eu tous dans la famille, quoi, d'une certaine manière. Et cette sorte de crainte révérentielle, de crainte révérencieuse, qui est vraiment un registre d'autorité très particulier et qui justement, dont le corollaire, et ça, Béatrice Ibou et Mohamed Tozi le montrent très bien dans leur ouvrage Tisser le temps politique au Maroc, dont le corollaire de cette autorité, c'est cette violence brutale. Cette violence brutale qui crée
à la fois cette crainte et violence brutale sur un espace de temps comme ça très court. Et je trouve que cette manière dont c'est restitué me semble assez très juste, quoi, parce qu'elle embrasse, on ne sait pas, c'est entre superstition et en même temps crainte. Enfin, ces murs ont des oreilles, ça restitue tout un registre d'autorité. Ça, je trouve ça assez exceptionnel. Alors, à la fois dans la grand-mère, et je finirai là-dessus, mais on y reviendra, c'est peut-être aussi comment elle restitue ce qu'était le quartier. C'est le troisième personnage, c'est un personnage clé, le quartier. Ça devient un personnage. Et c'est vraiment, c'est propre à Casablanca. Cette place du quartier dans la régulation sociale, dans la création du lien social. Vous voyez bien qu'on fait plus le lien, on fait plus le distinguo entre ce qui relève de la famille, les voisins, les oncles, cette grand-mère qui est à la fois les grandes oreilles, qui surveille et qui renvoie au propre de la ville de Casablanca, où l'identité sociale à Casablanca, contrairement à toutes les autres villes du Maroc, c'était particulièrement vrai dans les années 80, les identités sociales à Casa, elles ne se sont pas construites comme dans les autres villes à partir de lignées familiales où vous êtes fils d'eux, issu d'eux, ou à partir de votre statut et votre position, mais c'est votre quartier qui vous définissait à Casablanca. Hein, le quartier était le lieu était non seulement le lieu, mais avait ce rôle aussi non seulement pour fabriquer de l'appartenance sociale, mais était celui à partir duquel vous vous identifiez. Et d'ailleurs, les émeutes de 81, ce qu'elles mettent en lumière, c'est aussi les grandes transformations sociales et démographiques de la ville. Hassan II, extrêmement surpris par la violence de Casablanca, aura ce mot dans son discours 2 jours après, où il est à Nairobi quand les émeutes ont lieu, et il dit ces jeunes qui ont fait les émeutes, ce ne sont pas des Casablancais. Il leur dénie leur appartenance casablancais, parce que les émeutes ont été ce qu'il faut dire dans le tragique de ces émeutes de 80 et dans les morts, en tout cas tel que l'a documenté l'IER, c'est la jeunesse à la fois des émeutiers, mais la jeunesse des morts et des disparus. Hein. On a des enfants qui sont morts, et ce sont des jeunes aussi, beaucoup de jeunes qui venaient des quartiers nouveaux, des quartiers périphériques, qui avaient grossi avec le Casablanca des années 70-80 et qui sont venus en centre-ville. Et Hassan II leur dénie totalement ce côté casablancais. Hein. Il a un discours très violent en disant, en gros, ces émeutes ont été faites par des jeunes hors Casablanca, parce que finalement, ce que montrent aussi les émeutes urbaines de Casa, c'est les transformations sociales, démographiques, et ce quartier qui joue plus son rôle de régulation. Parce que densité urbaine, parce que toute une série de choses. Ça, je trouve qu'elle restitue ce quotidien extrêmement finement. Et justement, c'est peut-être cette place à l'émotion, quoi, qui permet cette restitution-là. Walid, ton point de vue? Enfin, je rejoins des choses que j'ai plein de choses à ajouter. C'est vrai que ce que je retrouve aussi, moi, dans cette brochure de la ZDT, c'est que les personnes qui ont disparu, qui se sont fait arrêter, etc., c'est vrai que globalement, c'était des enfants, c'était des femmes, et ces personnes-là étaient âgées de moins de 18 ans. Donc comme le rappelle très bien Nadia, on est face à une population extrêmement... on est face à des jeunes, très très jeunes. Quoi. Peut-être un dernier point avant de passer aux questions. Donc, Nadia, vous avez donc mis en avant les points forts à votre avis du film. Quel est le point faible du film à votre avis? C'est là quelque chose l'aspect qui vous interroge peut-être. Le point faible, je sais pas, parce que c'est quand même. Moi, je prends le documentaire pour ce qu'il est, quoi. C'est un documentaire de création, donc c'est une parole subjective, c'est une réflexion intime, et donc j'ai pas peut-être le regard d'historien que va avoir Walid. Je le prends comme comme un documentaire de création. Alors,
qu'est-ce que je verrais comme point faible? Franchement, moi, il m'a plutôt bouleversée. Il m'a bouleversé ce film pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai largement apprécié, même si ça a déjà été fait et elle l'a déjà dit, mais je trouve que c'est en termes de créativité, je trouve qu'il y a un coup de force à mélanger les genres comme ça entre marionnette, documentation. On ne sait plus si c'est de la fiction. Walid parlait de cette scène absolument incroyable. On ne sait pas si on est devant un acteur de comédien quand il raconte la cellule, parce que ce qu'il raconte, ça s'est passé sur. Enfin là encore, c'est documenté dans l'IUR. Hein, cette cellule, hein, on a entassé des gens dans une cellule. Sur 48 heures, en gros, et beaucoup de gens sont morts d'asphyxie. Mais là, on ne sait pas si on est devant la fiction. Et même, je lisais une interview d'Asma Moudir, elle-même, elle dit qu'elle a laissé tourner la caméra et savait pas s'il jouait. Enfin, on a l'impression que c'est un auteur. Voilà, on est très surpris par le mélange des deux genres, pardon. J'ai aussi largement apprécié. Enfin, je suis pas en train de faire un panagérique, mais le coup de force de la production aussi. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une autoproduction, parce que vous voyez bien aussi qu'elle a aussi bricolé. Elle est seule à faire son film, elle est autoproductrice. Donc, j'ai pas de reproche comme je pourrais faire un reproche parce que j'ai pas de reproche particulier. Franchement, je trouve que je le prends comme il est. C'est-à-dire, voilà, il y a un documentaire de création avec une expression de l'intime, avec des formes assez nouvelles, mais je le prends aussi avec la distance avec laquelle, évidemment, je ne confonds pas entre la partie mémorielle. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment cette jeune génération s'approprie à la fois cette histoire, mais comment elle fait émerger d'autres voix. Comment ce documentaire est aussi une manière aujourd'hui de participer à fabriquer le récit national. Et donc, je trouve ça plutôt salutaire. Walid, donc je pense que tu as évoqué déjà les points qui te posaient problème. Donc pour toi, ça serait plutôt ma question inverse. C'est-à-dire, à ton avis, quelle est la force du film? Déjà, je dirais que c'est le premier film, à ma connaissance, qui traite de ces événements-là. C'est vrai qu'on a quand même une filmographie qui s'est développée par rapport aux années de plomb de manière générale. C'est pas le premier film, mais c'en est un dans le sens où si on s'intéresse rien qu'à ces événements du 20 juin 81, c'est le premier. J'espère que ça donnera l'occasion à d'autres documentaristes de s'intéresser à cette histoire-là d'une autre manière, de la raconter autrement, que sais-je, peut-être de la mettre en lien avec d'autres événements semblables qui auront lieu 3 ans après. On a connu aussi des événements un peu similaires en 84, à la fois au Maroc et en Tunisie, donc peut-être qu'on pourrait essayer, je sais pas, de esquisser une histoire maghrébine des émeutes du pain. Parce que pratiquement la même émeute s'est produite en 84 en Tunisie, donc bon, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que bon, alors moi je ne suis pas spécialiste du cinéma, mais pour quelqu'un qui pratique et qui plaide pour une histoire orale, l'avoir pratiquée par une documentariste avec ses propres outils, moi ça me réconforte. Voilà. Donc, elle répond à cette question de comment raconter une histoire pour laquelle on n'a officiellement pas d'archives. Oui, non, tout à fait. Donc, merci beaucoup à tous les deux.